quand on dit master, on veut dire master première année et master deuxième année. C'est une formation sur 2 ans, hein. Ce sont les années plus 4 et plus 5, les années de master à l'université. Comme tous les masters universitaires, je dis ça notamment peut-être parmi vous, il y a des personnes en reprise d'études ou en projet de reprise d'études. Je dis ça surtout pour eux. Peut-être c'est une formation dite de niveau 1, c'est-à-dire que c'est une formation où vous sortez avec un bac plus 5 universitaire validé au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Vous voyez le sous-titre du master, organisation sanitaire et médico-sociale, bien-être et santé. J'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi il y a ce sous-titre, pourquoi il est aussi long peut-être en apparence. Juste un petit mot, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore très bien le secteur de la santé. Peut-être en particulier ceux d'entre vous qui sont en formation initiale. Alors, c'est pas grave de ne pas bien connaître le secteur de la santé quand on veut faire ce master. Justement, il a, entre autres, pour objectif, pour vocation de vous faire découvrir ce secteur. Le sous-titre doit commencer à vous faire penser que c'est sûrement un secteur un petit peu plus vaste ou un petit peu plus complexe que ce que vous imaginez peut-être. Et dedans, on met notamment les organisations dites sanitaires. Dans les organisations sanitaires, malheureusement, on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'actualité. C'est tout le secteur hospitalier, tout le secteur également des cliniques privées. On met dans le secteur de la santé également les organisations dites médico-sociales, et là aussi malheureusement on en parle pas mal en ce moment dans l'actualité, notamment les structures qui accueillent les personnes âgées et dépendantes, structures dites EHPAD, toutes les structures qui œuvrent au service des personnes handicapées. On met également toutes les structures qui concernent l'aide sociale à l'enfance dans les structures médico-sociales. Et puis il y a une spécificité, on va dire régionale ici. On est dans une région où il y a beaucoup d'activités liées à la thalassothérapie et au thermalisme. Et donc vous verrez que dans le master, on a rajouté une petite coloration bien-être et santé dans la maquette de formation, de manière à pouvoir vous permettre de capter des débouchés professionnels éventuellement dans les centres de thalassothérapie et dans les établissements thermaux. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, je ne suis pas sûre de voir vos mains qui se lèvent au fur et à mesure. Je vais essayer peut-être de retrouver mon écran, ou alors vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez aussi m'interrompre oralement. Alors ce master, donc 2 années, où c'est que ça se passe? Ça se passe sur le campus dit de la Nive à Bayonne, dans le quartier du Petit Bayonne à Bayonne donc. Il y a 2 années, une année de master 1 et une année de master 2. L'année de master 1 est organisée sur un rythme universitaire classique, c'est-à-dire que vous avez cours en continu du lundi au vendredi, alors avec parfois bien sûr des trous hein, dans l'emploi du temps, mais globalement du lundi au vendredi. Ça commence début septembre et ça termine aux alentours du mois de mai. On vous laisse la possibilité en fin d'année donc d'effectuer un stage de 2 ou 3 mois. C'est pour ça que ça se termine assez tôt dans l'année. Ce stage qui est facultatif en fin de master 1, mais qui est quand même très très largement conseillé, notamment pour ceux ou celles d'entre vous qui ne connaîtriez pas encore le secteur de la santé. Il est important hein, pour la construction de votre CV, je parle pour les plus jeunes d'entre vous bien sûr, que vous vous familiarisez rapidement avec le secteur et que vous puissiez inscrire sur votre CV assez rapidement des expériences professionnelles dans le secteur de la santé. Le master 2 a la spécificité d'être organisé sur un rythme dit alterné. C'est donc une formation qu'on appelle formation en alternance. Et le rythme de l'alternance, c'est approximativement celui qui est indiqué ici, à savoir 3 semaines de pratique professionnelle. Alors il y a écrit en entreprise, c'est peut-être pas le terme le plus adapté pour le secteur de la santé, mais en tout cas dans une structure du secteur de la santé. Et puis une semaine de cours, hein, c'est le rythme grosso modo qui se déroule de septembre, de début septembre également, jusqu'à fin juin pour le master 2.
Cette alternance, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais peut-être je vous indique d'ores et déjà un tout petit mot peut-être. Elle peut avoir lieu avec, plusieurs types d'organisations, plusieurs types de modalités. On peut faire son alternance en ayant un contrat d'apprentissage, puisque c'est une formation qui fonctionne avec de l'apprentissage. On peut faire son alternance avec un contrat de professionnalisation. On peut aussi faire son alternance avec un stage long, c'est-à-dire que cette fois-ci, on signe non pas un contrat, mais on signe une convention de stage, sachant que comme c'est un stage long, il y a une rémunération obligatoire du stage par la structure d'accueil, même si cette rémunération est moins intéressante que celle qu'on vous propose quand vous êtes apprenti ou quand vous bénéficiez d'un contrat de professionnalisation. C'est une formation qui est destinée à des étudiants de formation initiale et à des étudiants de reprise d'études, qu'on appelle en reprise d'études, qu'on appelle également des étudiants en formation continue. Donc voilà pour quelques mots rapides de présentation. Alors les objectifs, si je rentre un petit peu dans le cœur du sujet, les objectifs sont en fait de deux grands types. Le premier objectif, ça va être pour vous de vous aider à développer une culture générale orientée santé, du secteur de la santé. C'est un secteur d'activité qui a énormément de spécificités, qui est relativement complexe à appréhender. Je commençais à vous le dire tout à l'heure en vous commentant le sous-titre. Donc des organisations en fait très, très variées qui fonctionnent dans ce secteur d'activité, les organisations sanitaires, les organisations médico-sociales en particulier, les organisations aussi dans le secteur du bien-être et de la santé. Des organisations, c'est important de bien le percevoir, qui ont des statuts juridiques très variés. Vous avez des organisations de droit public, par exemple un hôpital public, mais vous avez énormément de structures qui sont des organisations de droit privé, et parmi ces organisations de droit privé, certaines sont à but lucratif et d'autres sont à but non lucratif. C'est le cas, par exemple, de toutes les structures associatives qui sont très nombreuses dans notre pays au service des personnes handicapées. Donc, vous avez tout un patchwork de structures dans le sanitaire, dans le médico-social, dans le bien-être et la santé, des structures publiques, des structures privées non lucratives, des structures privées lucratives. Vous avez des structures de très grosse taille. Si vous prenez par exemple un centre hospitalier universitaire, c'est une très très grosse structure. Et puis vous avez des structures de taille très petite, très modeste, avec simplement voilà, une poignée de salariés. Et finalement, c'est assez compliqué pour des étudiants en formation initiale qui ne connaissent pas le secteur ou mal le secteur au début de la formation, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du fonctionnement de ce secteur, quels sont les principaux acteurs qui interviennent, dont il faut comprendre le mode de fonctionnement. En France, ce secteur a la spécificité d'être un secteur très régulé, c'est-à-dire qu'il y a une intervention forte de l'État ou des agences de l'État pour réguler le secteur. On entend tous parler aujourd'hui dans l'actualité des agences régionales de santé. Et c'est important aussi pour les étudiants qu'ils arrivent à comprendre les modes de régulation de ce secteur, qu'ils comprennent par exemple de manière précise quel est le rôle d'une agence régionale de santé, quel est le rôle d'un conseil départemental, qui est également une structure dite de tutelle pour les organisations de ce secteur. Donc, dans ce premier volet d'objectifs, développer une culture générale orientée santé, vous allez apprendre des choses, vous allez développer vos connaissances sur la structuration, l'organisation de ce secteur d'activité, quels sont les acteurs en place, quelles sont les relations entre ces acteurs. Comment ce secteur est-il financé, avec, dans le cas français, des spécificités très importantes. Les cadres juridiques qui régissent le fonctionnement des organisations du secteur. Le fonctionnement des organismes de tutelle et de contrôle, au premier rang desquels les ARS et les conseils départementaux dont je vous parlais il y a un instant. Donc ça, c'est la première catégorie d'objectifs, et c'est sûrement un objectif essentiel parce que, bien évidemment, que quand on décide de faire une formation à l'université, c'est pour
développer un bagage technique, un bagage de compétences immédiatement mobilisables, mais c'est quand même avant tout pour avoir une connaissance en profondeur, riche, du fonctionnement des organisations du secteur. C'est en fait ce qui vous permettra dans votre vie professionnelle ensuite de développer des projets d'envergure, de ne pas être comment dire, complètement lié à l'actualité d'une technique managériale, mais de pouvoir vous projeter dans le temps dans votre culture, dans votre projet professionnel. Le deuxième volet parmi les objectifs, c'est d'acquérir des compétences spécifiques santé en gestion et en management. Alors c'est un master en management, donc bien évidemment il va s'agir d'acquérir des compétences en gestion et en management avec une orientation spécifique santé. Et peut-être parmi vous dans l'auditoire, il y a des gens qui connaissent déjà des choses en gestion et en management. Il y a peut-être parmi vous des étudiants de formation initiale qui sont peut-être aujourd'hui dans une licence de type économie-gestion ou de type AES. Le master sera l'occasion pour vous de renforcer vos compétences en gestion et en management en leur donnant une orientation spécifique au secteur de la santé. Et vous allez retrouver du coup, ou découvrir pour ceux qui ne sont pas encore très familiers de ces choses-là, des matières, des disciplines très classiques de la gestion et du management dans les plaquettes, les maquettes de formation que je vous présenterai de manière un peu plus détaillée dans un instant. Vous allez retrouver de la comptabilité, du contrôle de gestion, la gestion financière, donc un gros ensemble lié, on va dire, à des disciplines relativement financières et avec des chiffres derrière. Vous allez trouver tout un ensemble d'enseignements liés aux ressources humaines, gestion des ressources humaines et à la spécificité de cette gestion des ressources humaines, donc dans les organisations du secteur de la santé. Un autre pôle d'enseignement qui concerne le pilotage, la stratégie des organisations du secteur. Tout un volet sur tout ce qui va concerner la logistique, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être davantage la supply chain, donc tout ce qui va concerner l'approvisionnement, la gestion de production dans les organisations du secteur. Le système d'information, là encore malheureusement l'actualité est un petit peu riche en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler des cyberattaques qui ont malheureusement frappé des hôpitaux et notamment des hôpitaux non loin de chez nous. Et donc cette question de gestion des systèmes d'information, c'est bien évidemment une question cruciale pour les organisations du secteur. Tout ce qui va concerner en fait les démarches d'évaluation, les démarches qualité dans les organisations du secteur. Et là, il se trouve que c'est pas étonnant, vu la nature du secteur, qu'on a des démarches très abouties, très développées en matière d'évaluation et de gestion de la qualité et de gestion des risques également dans les organisations du secteur. Je vous détaille maintenant un petit peu la maquette d'enseignement, mais sans rentrer trop dans le détail peut-être. Vous avez des enseignements en Master 1. Alors, sur le principe, ça fonctionne un petit peu, on va dire, avec la technique de l'entonnoir. On va commencer avec les enseignements peut-être les plus généraux, et puis au fur et à mesure que la formation va se dérouler, on va arriver à des questions qui sont très spécifiques aux organisations du secteur de la santé. Vous avez par exemple en démarrage du Master 1 des enseignements du type méthodologie de travail, enjeux économiques et managériaux contemporains, comptabilité générale et analytique, gestion des ressources humaines, stratégie et théorie des organisations approfondies. Vous voyez qu'on commence avec des enseignements relativement généraux. Certains intervenants, certains enseignants commencent un petit peu à spécialiser leurs propos, c'est-à-dire à essayer de vous parler, à titre d'illustration, dès le démarrage du Master 1, à vous parler davantage des organisations du secteur de la santé. C'est mon cas, par exemple, je fais le cours de stratégie où je vais donner mes cas d'application, mes exemples, mes illustrations dans le secteur de la santé. Donc là, les enseignements dont je viens de vous parler, ils sont plutôt au semestre 1 du Master 1. Et puis ensuite, vont apparaître d'autres enseignements qui, eux aussi, vont avoir une coloration santé de plus en plus marquée.
Par exemple, au second semestre, je ne vais pas tout vous commenter, mais vous avez un cours sur la logistique des organisations de santé, un cours sur l'évolution de la gestion publique, ou en gros, quelles sont les spécificités de gestion qui se posent de manière relativement partagée quand on est une organisation publique, ou en tout cas quand on est une organisation qui fonctionne en utilisant des fonds publics, de l'argent public, on est en contexte public. On est une organisation très institutionnalisée, hein, au sens de la théorie des organisations, c'est-à-dire voilà, une organisation qui a à faire face à des contraintes institutionnelles très fortes, à des contraintes de régulation très fortes. Une collègue qui intervient en marketing va vous parler beaucoup de marketing dans le secteur de la santé, marketing des produits de santé, marketing des organisations de santé. Vous voyez parmi les différents intitulés qui apparaissent sur cette diapo, vous voyez également apparaître des enseignements qui sont des enseignements où on va essayer de mettre les étudiants en situation de professionnalisation, c'est-à-dire des enseignements où on va demander aux étudiants d'être très actifs, d'être très force de proposition, hein, dans ce qu'ils vont amener. Par exemple, quand on va vous parler de gestion de projet tutoré, ça veut dire que non seulement vous allez avoir un cours de gestion de projet, c'est sûrement une très bonne chose, mais que bien au-delà de ça, on va vous demander de mener à bien, de dérouler un projet étudiant certes, mais un projet tout de même, tout au long de l'année du Master 1. De même, en méthodologie de travail, on va vous donner du soutien, on va vous donner du support, on va vous donner un outillage pour être plus à l'aise en situation de travail professionnel. Au niveau du Master 2, vous avez donc je répète, hein, le Master 2, il est organisé en alternance. Donc en gros, 1 semaine de cours par mois, 3 semaines de pratique professionnelle. Il n'est pas semestrialisé, le Master 2, au sens propre du terme, mais vous avez des cours qui se déroulent tout au long de l'année, donc c'est-à-dire de début septembre à fin juin, où on va vous parler de finance et de contrôle de gestion des organisations du secteur de la santé, de stratégie, de droit des organisations du secteur de la santé, de la gestion des ressources humaines, avec des thématiques très spécifiques au secteur de la santé qui vont être investiguées, du type risques psychosociaux, du type fiabilité organisationnelle. Pratique du management, en particulier des pratiques spécifiques dans certains types d'organisations du secteur, hein, notamment dans le secteur du bien-être, dans le secteur du thermalisme, de la thalassothérapie. On fait là intervenir des différentes catégories d'intervenants, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, mais en particulier pour cette question-là, des intervenants qui sont issus d'une composante de l'université Bordeaux, de Bordeaux, ex-Bordeaux 4. C'est l'Institut du thermalisme qui est basé à Dax qui intervient sur ces questions-là. Management associatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations dans le monde médico-social. Il est important de comprendre les spécificités, notamment de la gouvernance associative. Problématiques et enjeux du management en contexte public, méthode d'évaluation, démarche qualité, innovation organisationnelle dans le secteur de la santé. Des choses peut-être, voilà, au-delà de ces enseignements fondamentaux, des choses en anglais, des choses en méthodologie de travail, je vais y revenir, en méthodologie de recherche. Bien sûr, il faut mener de front la pratique professionnelle en alternance. Et la formation, je vous l'indique d'ores et déjà, se clôt avec une épreuve dite de grand oral, qui est une épreuve de synthèse de vos différents enseignements. Un petit mot sur l'anglais. Vous avez de l'enseignement d'anglais en Master 1 et en Master 2. Tous les étudiants qui suivent un master dans un IAE doivent valider un certain niveau d'anglais. C'est pour ça qu'on va vous demander d'arriver à valider un certain niveau dans un test d'anglais qui s'appelle le TOEIC. Donc vous avez encore vos 2 années Master 1, Master 2 pour vous préparer à cela. Enfin, sachez-le, hein, il faudra atteindre un certain niveau d'anglais à la fin de la formation.
Vous avez des choses en méthodologie de travail, par exemple des choses pour vous aider à préparer une présentation de travail avec un niveau d'exigence professionnelle tant à l'oral qu'à l'écrit. Vous avez des choses sur la construction de CV, vous avez des choses sur la préparation aux entretiens d'embauche. Il y a pas mal d'enseignements liés à la recherche. Alors vous allez me dire pourquoi de la recherche dans un master qui a priori a une vocation professionnalisante. Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que peut-être certains d'entre vous, à l'issue de leur master, décideront de poursuivre par un doctorat. Ça arrive régulièrement. Et donc, il est important d'avoir dès le master une sensibilisation à la recherche. Ensuite, et parce que de manière beaucoup plus opérationnelle, quand bien même vous ne vous destineriez pas à la poursuite d'études en doctorat, vous serez amené à réaliser, soit dans votre pratique professionnelle, soit à l'occasion de votre mémoire de master, un certain nombre d'études, d'investigations qui doivent être réalisées de la manière la plus rigoureuse possible. Et pour réaliser ces études de façon rigoureuse, par exemple, on doit réaliser un questionnaire, on doit tirer parti, analyser des entretiens qui ont été réalisés dans la structure d'activité, eh bien, il faut avoir à sa disposition un outillage méthodologique pour pouvoir construire, mener, analyser avec rigueur, soit des questionnaires, soit des entretiens, pour citer que ces deux exemples. Donc, il est important que vous ayez un outillage robuste en termes de méthodologie de recherche, déjà pour une application immédiate dans votre mémoire de fin d'études, dans votre mémoire de Master 2. Je vous rassure un petit peu, quand on arrive à franchir tout ça, le taux de réussite en M2, il est très bon, hein, puisqu'il est, on a mis un chiffre qui a dû être calculé de manière précise, j'imagine, mais si j'avais dû en dire un comme ça à vue de nez, ça aurait été dans ces eaux-là, hein, 95,2%, ça s'affiche ici. Ça veut dire que, sauf rarissime exception, quand on s'investit avec sérieux dans la formation, il n'y a normalement pas de souci particulier, hein. Alors, il y a toujours quelques exceptions à la règle, mais qui sont davantage liées, on va dire, à un concours de circonstances malheureux au niveau souvent personnel. Bref, en général, les étudiants arrivent au bout, peut-être un peu fatigués à la fin de l'année 2, mais ils arrivent au bout et en décrochant leur master. Les débouchés, quels sont-ils? Globalement, cadre, manager ou chargé de mission dans une organisation du secteur de la santé, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, lucrative ou non lucrative, c'est-à-dire les organisations sanitaires, hôpitaux, cliniques, les organisations médico-sociales, établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, EHPAD, institutions d'accueil des personnes handicapées, différentes structures associatives qui peuvent œuvrer dans le domaine de la santé. On va trouver dans ces organisations de multiples débouchés, avec souvent, pas systématiquement, mais souvent des spécialisations fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on va trouver des postes de responsables, chargés de mission, par exemple en gestion des ressources humaines, en gestion qualité, en contrôle de gestion. Donc, il y a souvent une spécialisation fonctionnelle. La spécialisation fonctionnelle, elle est là de manière systématique si l'organisation est une organisation de grosse taille. Pour les organisations de taille plus petite, plus modeste, on peut trouver des postes plus transversaux, de type direction adjointe d'établissement, hein, où cette fois-ci, on va balayer davantage dans sa pratique professionnelle les différentes fonctions de gestion. On peut trouver des débouchés, deuxièmement, dans les établissements dont l'activité est liée au bien-être et à la santé. Je vous en parlais tout à l'heure, les établissements thermaux, les instituts de thalassothérapie, les structures qui se développent beaucoup aujourd'hui orientées bien-être et santé de manière générale, par exemple ce qu'on appelle les spas. Et enfin, dans les instances de tutelle ou de régulation des organisations du secteur de la santé, c'est-à-dire principalement dans les agences régionales de santé, dans les conseils départementaux, qui peuvent embaucher des chargés d'études, des chargés de mission. Alors, ce n'est pas le débouché principal. Le débouché principal, ce sont vraiment les organisations du secteur de la santé, c'est-à-dire les producteurs, hein, les offreurs de services de santé, sanitaires, médico-social. Mais on peut également voir au cours des dernières années des étudiants qui se sont dirigés vers les instances de tutelle ou de régulation de ces organisations. Exemple de poste,
directeur ou directeur adjoint d'établissement. Alors évidemment, ça ne va pas être un débouché immédiat en début de carrière. Un poste de directeur, on commencera par un poste d'adjoint de direction, a fortiori si la structure est de taille relativement importante. Des postes de directeur avec des spécialisations fonctionnelles, contrôleur de gestion, responsable RH, responsable communication, responsable qualité, des postes de chargé de mission, des postes d'analyse de données dans les instances tutélaires. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Je peut-être vous dire un petit mot quand même, un petit peu plus détaillé sur les équipes pédagogiques. Vous voyez apparaître sur cette dernière diapo les contacts, c'est-à-dire les personnes que vous pouvez contacter si vous avez des questions supplémentaires. Les 2 responsables pédagogiques, mon collègue Julien Breton qui s'occupe de l'année de Master 2 et donc et moi-même qui m'occupe de l'année de Master 2. Vous avez une personne ressource précieuse qui s'appelle Nathalie Cometz, qui est assistante de formation, que vous pouvez rencontrer sur le campus de Bayonne, bien entendu, même si en ce moment, les contacts par mail ou téléphonique sont à privilégier vu la situation sanitaire. Oui, avant de vous laisser la parole, j'espère pour des questions, juste un petit mot sur les équipes pédagogiques. Comme toutes les formations de l'IAE, on s'efforce de panacher dans nos équipes pédagogiques des enseignants universitaires, hein, qui sont souvent pas systématiquement, mais souvent des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui ont à la fois une activité d'enseignement et une activité de recherche, et parfois une activité de recherche orientée sur les organisations du secteur de la santé, et puis beaucoup d'intervenants professionnels également, hein. Vous avez des directeurs d'établissement, des responsables de structure, des responsables qualité, très nombreux qui interviennent dans la formation. En termes d'équilibre entre les deux, pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près à moitié-moitié, c'est-à-dire au moins légèrement un petit peu plus que la moitié des enseignements qui sont assurés par des intervenants professionnels et une petite moitié donc par des enseignants universitaires. Alors j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que vous êtes toujours là, que je ne parle pas dans le vide. Non, on est là. Oui, oui, super. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Ça fait par rapport à la gestion, la comptabilité, tout ça. Est-ce que c'est possible d'y arriver même si on est nul? Parce que, Alors, bon, excusez-moi, vous êtes dans quel cursus pour l'instant? je suis en licence AES à Pau. Vous êtes en licence AES à Pau, d'accord. Alors, ça dépend ce qu'on appelle, un peu compliqué votre question. C'est compliqué de sortir avec un master en management de l'université sans avoir acquis un certain nombre de fondamentaux dans des disciplines telles que la comptabilité, le contrôle de gestion. Alors, je comprends que vous n'avez pas a priori une appétence très forte pour ces matières-là. Ce qui est déjà essentiel quand même, c'est de faire preuve de bonne volonté, c'est-à-dire de se mettre dans l'idée qu'on va y arriver, enfin plus ou moins bien, hein, mais qu'on va quand même faire tous les efforts possibles. Je pense qu'il ne faut pas aborder les choses en se disant de toute façon c'est des matières que j'aime pas ou c'est des matières dans lesquelles je réussis pas et donc je fais une croix dessus. Ça sera pas possible parce que ça va être sanctionné très fortement. Par contre, là où je peux quand même vous rassurer, c'est que au démarrage du Master 1, on reprend quand même les choses, je dirais pas au démarrage, hein, je dirais pas à la base, mais on reprend quand même fortement les choses. Donc je pense qu'en ayant suivi un cursus de type licence AES, même si vous n'avez pas eu, si je comprends bien, beaucoup de succès pour l'instant dans ces matières-là, je pense que vous n'êtes pas quand même en mauvaise posture pour être dans l'objectif d'y arriver. Pour illustrer mon propos,
Assez régulièrement, même si ce n'est pas le plus fréquent, puisque ces personnes arrivent plutôt directement en master 2. On a des étudiants en reprise d'études qui arrivent en master 1, des étudiants qui sont issus d'un univers complètement différent, par exemple des étudiants qui viennent avec un profil de soignants, hein, qui n'ont jamais fait de comptabilité de leur vie et qui arrivent à s'en sortir avec les enseignements au démarrage du master 1. Donc il faut Par contre, il faut vous accrocher et il faut mettre tous les efforts possibles pour y Ouais. arriver. OK, d'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour madame. Bonjour. J'ai une petite question. J'ai vu qu'on donc moi, ce serait plutôt pour une candidature en master 2 et j'ai vu que le retour sur les candidatures était le 18 juin et est-ce qu'il y a des retours qui sont envisagés plus tôt ou non? C'était plutôt, finalement pour savoir si on devait prendre contact avec des établissements d'ici là ou pas, pour D'accord, l'alternance. je comprends. Calendrier compliqué qui se juxtapose. On essaie comment dire, de centraliser un petit peu les choses et de ne pas donner 36 milliards de dates parce que sinon tout le monde s'y perd. Donc en effet, on fixe une date pour le retour de l'examen des candidatures. Vous avez une date à la fois pour les candidatures en master 1 et pour les candidatures en master 2. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, voilà, vous avez la certitude que vous allez être accepté, j'espère, dans la formation. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, si j'ai bien entendu votre question, sinon vous me pardonnerez et éventuellement vous me reposerez la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre cette date-là pour se mettre en recherche d'une alternance pour l'année de Master 2. J'irai même au-delà de ça, là je parle spécifiquement des candidatures en Master 2. C'est un point positif dans votre dossier de candidature si vous êtes capable de faire valoir le fait que vous avez déjà amorcé votre recherche d'alternance, voire que vous avez des pistes un peu sérieuses, un peu tangibles pour votre alternance. Donc là, on est au printemps. Je pense que la recherche d'alternance, il faut, pour les gens qui candidatent directement en Master 2, vous avez bien